Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Au micro de cet épisode, Cédric Canale. Ciao à tutti, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canal Inter. Et on va donc revenir sur la défaite de l'Inter contre l'AC Milan lors du premier derby de la saison. Comme d'habitude avec moi, mon compère Giuliano De Pasquale. Salut Giuliano. Salut Cédric, salut tout le monde. Je te demande même pas comment ça va parce que bon, c'est après un derby, c'est voilà. Je suis saoulé. Ouais. D'ailleurs, si on avait saoulé, c'est ça, si on avait saoulé, tu vois, devant, ça pourrait être pas mal. Mais bon, il est leader de Serie A saoulé. Il a marqué. Je suis curieux de voir combien de temps la Roma va tenir, mais content pour eux en tout cas. Si je dois choisir un gagnant du Scudetto, je choisirais la Roma cette année en tout cas. Ça me ferait chier parce que c'est Gasperini, mais je serais content pour la Roma. Puis 25 ans qu'ils attendent ça, donc une belle ambiance et compagnie, une belle ferveur, c'est vrai que ce serait une belle histoire. Mais bon, on y reviendra peut-être dans quelques mois, lors d'un Inter-Roma, on verra. Mais bon, qui dit Cédric, qui dit Giuliano, qui dit Canal Inter, dit aussi Logan. Salut Logan. Bonjour messieurs, bonjour à tous. C'est toi aussi. Elle a la patate, c'est normal. Il faut bien compenser, donc c'est ça. On essaie. Bon, de quoi on va parler On va parler d'un match. Voilà, ça se répète sans fin. C'est un peu une histoire sans fin qui est en boucle. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai appelé sans fin aussi à la toute fin de ce podcast que vous pouvez suivre en vidéo sur YouTube et sur Spotify et en audio sur toutes les autres plateformes de podcast, Canal Inter et les réseaux sociaux. Vous le savez. On change un petit peu la formule, messieurs. Aujourd'hui, chacun notre tour, on va donner un petit peu un édito, quelque chose qui est lié au match plus ou moins, vous allez voir. Il y a une sorte de suite logique entre nos trois éditos, donc on va essayer de construire quelque chose. Et puis, à la fin de chaque édito, surtout les deux autres donneront un petit peu leur avis. Et lorsque vous m'avez donné vos deux éditos, moi j'ai essayé un petit peu de les rassembler en quelque sorte pour un premier global par rapport au match. Donc je me lance, on part tout de suite avec le premier sujet. Et donc encore un rendez-vous manqué pour l'Inter. C'est vrai que c'est depuis 17 mois, en fait, à chaque confrontation directe en Italie, confrontation directe pour moi c'est Juve, Milan, Napoli. La Roma, l'Atalanta, c'est fort, mais pour moi, c'est un cran en dessous. Voilà. Moi, je prends vraiment ces trois équipes-là parce que c'est les trois équipes les plus fortes, à la rivalité la plus importante aussi historiquement. Les dernières qui ont gagné le Scudetto d'ailleurs, en plus de l'Inter sur les 10 dernières années. Donc voilà, je les prends là. Et depuis 17 mois, en fait, il n'y a pas une seule victoire, une seule confrontation directe remportée en Italie. Après avoir gagné les 6 derbys contre le Milan, et vous vous en souvenez, le 22 avril 2024, la deuxième étoile, la pluie, le froid, la fête, tout ça. En fait, depuis cette soirée, panne sèche. 6e derby sans victoire. 4e défaite pour 2 nuls dans les confrontations contre le Milan. Je vous le montre, la série est assez folle. Passer à ce point-là d'une série de victoires avec des matchs maîtrisés. Oui, il y a eu le départ de Pioli, peut-être vous me direz, mais bon, on ne peut pas résumer à ça. Du côté de l'Inter, en tout cas, on en est au deuxième entraîneur et ça ne change pas les faits. Toujours donc 4e défaite pour 2 nuls, 5 fois sur 6 en étant mené au score, mais il y a toujours remis en fait, sans le coup de sifflet de l'arbitre. Et là, par exemple, le Napoli, moi. Oui, mais avec un vrai gardien du côté de l'Inter. Juve et Milan cette saison. Mais leur gardien, regardez Maignan qui arrête un penalty. Mais si l'arbitre il avait sifflé ou s'il n'avait pas sifflé le penalty, mais la VAR. Mais si même Tchala rate les penaltys. Et là, je vous montre quelque chose d'assez fou. Alors la première chose, c'est Maignan qui joue très bien le coup parce que regardez, il laisse un petit peu plus de place sur le côté en fait, sur sa droite. En fait, il incite Çalhanoğlu à tirer de ce côté-là, qui est son côté préférentiel sur la plupart des pénaux, et derrière, il part et il le prend. Donc déjà très bien joué de la part du gardien, mais surtout ce côté-là. Regardez, il y a un an, 12e journée de Serie A, déjà. Même stade, même côté, même but. Çalhanoğlu qui se retrouve pour un penalty à la même minute, c'est ça qui est fou, à la 74e minute. Il y a 10 secondes entre les deux, ce qui est quand même assez fou. Il choisit le même côté. Il y a un an contre Meret, poteau. Là, cette fois-ci, c'est Maignan qui le sort. Il a raté seulement 2 pénaltys de Çalhanoğlu, donc sous le maillot de l'Inter, les 2 fois. Ce sont des pénaltys très, très pesants. Il en rate 2 en Serie A.
sur une vingtaine, et à se demander, en espérant bien sûr, entre-temps il en a mis d'autres, même avec la sélection, parce que vous savez, parfois les tireurs rentrent un petit peu en loupe, ça peut devenir un petit peu compliqué, mais en tout cas, voilà, c'est assez fou. Et c'est Giuseppe Pastore, le journaliste italien, qui sort de Bible, du calcio, qui a sorti cette stat, mais qui est assez folle. Mais revenons au mai. Mais regardez le mercato, Luis Enrique, Diouf, ils apportent rien. Mais si De Vrij, Acerbi, Bissek, qui sont l'axial de référence, ils défendent à 60 mètres de leur but, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais si Inzaghi sort les joueurs avertis, ou il suit son fichier Excel à la 60e pour faire un changement, mais si Kivu a 30 matchs en pro et en changement, il ne sait pas lire un match. Le problème, c'est que ça s'enchaîne. 4 défaites en 12 journées, dont donc les 3 vraies confrontations directes contre la Juve, le Napoli et contre le Milan. Dans cette Serie A, l'avantage, c'est que ce n'est pas rédhibitoire. L'Inter a 3 points de la Roma et 1 du Napoli. Et depuis plus d'un an, il y a toujours un mais. Donc, il serait temps de responsabiliser tout le monde. Parce qu'après 12 cas, parce qu'il y en a 12 donc, du coup, contre ces 3 adversaires-là, en désormais 15 mois, ce n'est plus un hasard, c'est un fait. Et en psychologie, il est reconnu que les traumatismes, les problèmes, les blessures émotives, il faut les reconnaître, il faut les accepter, puis il faut travailler dessus. Mais ça doit venir de l'intérieur, ça doit venir de soi-même. Ce n'est pas les autres qui doivent te le dire, parce que tu ne l'accepteras jamais, c'est toi qui dois te le dire. Et ça commence par arrêter de se croire mieux que les autres et toujours trouver des alibis à chaque rendez-vous manqué. Et donc, Giuliano, je te fais une passe décisive par rapport à ton sujet. Tout à fait, il faut arrêter de se voir plus beau que les autres. Il faut arrêter de croire en fait que l'Inter est l'équipe la plus forte de Serie A, parce que sur le papier, ça pourrait être le cas, parce que victoire du Scudetto il y a 2 ans, 2 finales de Ligue des Champions, voilà, plusieurs trophées, etc. Après, quand on regarde dans les faits, bah oui, il faut arrêter de chercher des alibis. Si tu gagnes pas contre les gros, bah t'es pas le plus fort en fait. T'es clairement pas le plus fort. Donc c'est ce qui se passe depuis trop longtemps, depuis la saison toute la saison passée. C'est ce que je considère comme déjà trop longtemps en fait. Et en fait, même déjà sur ces années qui ont été victorieuses, ces dernières années, bah on a tous, je pense, un goût de trop peu. On a un goût de trop peu en Ligue des Champions, on a un goût de trop peu en Serie A, on a un goût de trop peu peut-être pour l'une ou l'autre coupe. Voilà, on a un goût de trop peu dans des chocs où on aurait pu faire mieux. Chaque fois, on a un goût de trop peu, mais voilà, je pense que depuis que Mkhitaryan en fait a dit qu'on était injouable, c'est plus du tout le cas en fait. C'est plus du tout le cas. Et ce qui me dérange vraiment, c'est que cette équipe de l'Inter, elle avait tout pour créer une génération dorée, pour créer pour s'imposer dans la durée en Italie et pouvoir batailler vraiment sérieusement en Europe, comme l'a fait la Juve dans les années 2010. Et ça me frustre que l'équipe n'y soit pas arrivée. Tu as la même équipe depuis des années, à l'un ou l'autre changement près, hein, mais globalement, tu as le même 11. Tu as la même colonne vertébrale, de toute façon, avec toujours un Bastoni qui tient la route derrière, toujours un Barella qui tient la route au milieu, et toujours un Lautaro qui met des buts devant. Bien sûr qu'ils ne sont pas parfaits, mais tu as une cohésion qui est censée être faite, avec en plus des renforts qui sont apportés. Oui, il y a des défauts. Luis Enrique, Diouf, d'autres joueurs. L'année passée, l'attaque, ça n'allait pas. Et justement, cette année, tu as une meilleure attaque. Tu es censé avoir des renforts. Sušić est un bon renfort. Les remplaçants attaquants sont de bons renforts. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui coince là-dedans. Et j'arrive pas à comprendre comment cette mentalité de gagnant n'est pas rentrée dans la tête des joueurs. J'arrive vraiment pas à comprendre comment, après un Scudetto gagné, 2 finales de Ligue des Champions, il y a des grands joueurs qui n'ont même pas connu une finale de Ligue des Champions. Ibrahimovic, il n'a jamais connu une finale de Ligue des Champions, alors que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Et pourtant, lui, il avait une mentalité, voilà,
c'est dur parce qu'on sait qui c'est Ibrahimovic. Je m'emporte, c'était pas prévu que je parle de lui, mais je veux dire, il avait une mentalité que nos joueurs pour lesquels nos joueurs devraient s'inspirer. Et ça m'énerve de ne pas avoir trouvé cette maturité, pas trouver cette équipe qui s'est imposée en Italie et qui puisse faire la différence quand elle est plus forte. Parce que dans ce derby, l'Inter a affronté en fait une équipe du Milan qui, j'avais l'impression, n'est même pas venue pour gagner. Ils sont même pas venus pour gagner. Ils sont venus, on a dominé avec 68% de domination. C'est ça? Combien t'affiches? 65%. Alors, les Donc, stats, 65% de possession, 20 tirs, donc 6 cadrés, 1,7 expected goal, dont un poteau sur corner et un penalty, donc ça gonfle pour l'Inter, mais c'est vrai que les stats, 9 corner à 1, c'est vrai que de l'autre côté, 3 tirs cadrés, dont les 2 sur le but. Salamakers, puis Pulisic. Mais c'est dingue. Tu as vraiment des statistiques qui montrent à quel point tu as dominé le match. Je suis sûr que si on reprend les statistiques contre le Napoli, contre la Juve, on a des statistiques qui pourraient montrer aussi dans ce sens-là. L'année dernière aussi, je dis pas tous les matchs, il y a des matchs où on a été surclassé, comme en coupe contre le Milan ou avec la défaite 3-0, il me semble. Donc voilà, il y a des matchs comme ça où il y a un surclassement. Mais voilà, il faut arrêter de croire que l'Inter est la plus forte. Quand je dis ça, je le dis à moi-même, en fait, parce que je suis le premier à dire tout le temps que c'est l'équipe la plus forte d'Italie, qu'à chaque fois, ça joue sur des détails. Voilà, j'ai pris une leçon dimanche soir. On va arrêter de partir de ce postulat et juste se remettre en question et comprendre que peut-être, en fait, on est vraiment bien sur un moment où il y a un grand changement dans le club et je pense que le grand changement, il doit avoir lieu dans la tête des joueurs. Je peux comprendre que la finale a été très dure, ça a été très compliqué, mais les adversaires ne sont, sur le papier, normalement pas plus forts. Mais même si toi, tu as des joueurs sur le papier qui semblent être plus forts, c'est la réalité du terrain qui compte. Et la réalité du terrain, elle montre que l'Inter, c'est pas l'équipe la plus forte d'Italie depuis plus d'1 an. Logan, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette équipe aurait dû gagner bien plus ou pas? Et où est-ce que tu es sur la ligne de fin? Est-ce que voilà, tu rejoins Julien, non? Forcément, cet Inter elle aurait dû gagner bien plus, parce qu'on l'a vu sur les dernières saisons, on passe très très proche de gagner au moins 3 trophées de plus. Il y avait la défaite contre Bologne qui nous coûte un Scudetto, il y avait 2 finales de Ligue des Champions, même si la dernière, il n'y a pas match, notre équipe, l'Inter n'était pas celle qu'elle doit être, c'était que l'ombre d'elle-même, et il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et forcément, tu prends au moins un trophée l'année dernière. Si tu te bats, normalement, vu ton effectif, tu dois pas finir sur une saison blanche. Même si en coupe, tu te fais massacrer. Il fallait peut-être sacrifier quelque chose. Même si je sais que j'ai déjà prêché pour la parole il fallait jouer un peu sur tout le terrain. Mais à un moment, quand tu vois cet effectif, la qualité qu'il a, et quand tu vois mentalement à quel point il tombe, tu peux pas jouer sur tous les terrains, parce que si tu commences à perdre une fois, 2 fois, la troisième, on l'a vu avec des champions, c'était ciao, on est venu, on a vu, on a été vaincu, et basta, hein. C'est pas le niveau que l'Inter devrait afficher, et les résultats que l'Inter devrait afficher sur le bilan des trophées. Et si je vous disais que l'Inter aurait pu gagner bien plus, mais aurait dû gagner bien moins? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans le sens, parce que je suis d'accord sur le cycle. Moi, je vous reprends depuis 2021. Je suis d'accord que l'Inter aurait pu gagner 2 Scudetti et une Ligue des Champions, en plus, ce qui est fou quand il pense. Sauf que l'Inter, elle part en l'été 2021 avec moins de 200 millions d'euros sur une année. L'Inter a brûlé 200 millions d'euros sur un an. L'Inter a brûlé 10 millions d'euros par mois. Conte s'en va avec un chèque. Lukaku s'en va. Hakimi s'en va. Et si l'Inter a gagné malgré tout des trophées, c'est parce que Marotta et même Osilio, on va même l'inclure, ont su aussi prendre des joueurs gratuitement ou
en Italie, parce que ça n'a recruté qu'en Italie pendant 3 ans, l'Inter, parce que tu pouvais faire des prêts avec, pour Fratesi, pour Carlos Augusto, des prêts avec obligation d'achat et compagnie, parce que tu n'avais pas l'argent pour acheter les joueurs. Donc le travail des dirigeants et surtout le travail, même si on aime bien le mettre en bouc émissaire de tout, j'ai l'impression parfois, d'un entraîneur qui pendant 4 ans a créé un cycle, a créé une façon de jouer. Et même hier encore, Thibaut à la fin du match a dit, avec cette équipe, il a défendu tous ses joueurs, il a même défendu Sommer, on va parler dans quelques instants avec toi Logan, il a dit pour moi c'est les meilleurs, mais il a dit avec l'effectif que j'ai, on doit porter 8-9 joueurs dans le camp adverse pour créer les actions. Parce que c'est un fait depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans même. L'Inter n'a pas les joueurs, n'a pas un Pulisic, n'a pas un Leao, n'a pas ces joueurs-là. Donc tu es obligé de prendre des risques. Tu as créé une machine qui était presque parfaite et qui a gagné des trophées et qui a perdu des trophées. Mais Çalhanoğlu, on réinventé Regista, Mkhitaryan qui a une deuxième carrière, Thuram numéro 9, Di Marco qui devient pendant quelques mois, on a l'impression, le meilleur piston gauche quasiment du monde. Tout ça, c'est des inventions en fait. C'est des joueurs qui, avant, n'étaient pas ou n'étaient plus à ce niveau-là ou n'étaient pas dans ce rôle-là. Donc pour moi, l'Inter, oui, aurait pu gagner plus parce qu'elle était en position, parce qu'en Italie, les autres sont beaucoup plus ratés. La Juve qui dépense des millions tous les étés, qui fait n'importe quoi. Le Milan qui a fait une erreur après Pioli. Le Napoli après Spalletti, pareil. Il y a eu des grosses erreurs, donc tu aurais dû en profiter. Mais si les autres avaient travaillé aussi bien que toi, tu devais juste prier pour finir 4e, en fait. Donc pour moi, c'est ça. Je suis d'accord avec vous qui a un goût d'inachevé. Mais malgré tout, c'est presque beau, malgré tout, d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Et je termine avec juste un petit point. Pour beaucoup, c'est peut-être pas important, mais le plaisir. Moi, le plaisir de ces années-là au stade, devant la télé, ça compte aussi. C'est des émotions. OK, ça ne fait pas gagner un trophée. On n'a pas la culture de la défaite en Europe. C'est un fait. Celui qui gagne a toujours raison. Mais tu as aussi les émotions, tu as les moments. Et je trouve que depuis 4 ans et demi, même 5 ans et demi, on n'est pas malheureux, je trouve. Non, mais c'est clair hein, que moi, je dis pas du tout qu'on est de retour en Banterera ou quoi que ce soit, ou qu'on s'est cassé la gueule. C'est génial. Depuis, il y a eu deux Scudetti ces 6 dernières années, avec 2 finales de Ligue des Champions. Je veux dire, même si on les a perdues, les finales, le parcours est dingue. Le match contre le Barça, on va s'en souvenir toute notre vie. C'était un truc incroyable. Il y a des matchs, la série de victoires contre le Milan, c'était dingue aussi. Le 5-1 contre eux. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Donc, je suis d'accord que ça a créé des souvenirs, ça a créé des émotions, etc. Faut pas basculer d'un extrême à l'autre. C'est juste dire, voilà, je suis d'accord. Peut-être qu'on a eu cette chance que les autres équipes n'étaient pas aussi bien armées, n'ont pas fait les bons choix également. Mais à partir du moment où tu as profité de cette chance-là et que tu as vu que tu gagnais et que tu as eu le temps de créer des automatismes, créer des affinités dans l'équipe, des liens qui te permettent d'être plus fort sur le terrain, tu peux pas te faire dépasser à un moment par des équipes toutes neuves avec des joueurs rien à voir qui débarquent comme ça et qui te donnent une leçon. Tu es censé être une équipe bien rodée, stable, et tu te fais avoir par des équipes qui ne sont pas stables. Et c'est ça qui m'ennuie surtout. Non, mais ça, c'est vrai. Bon, on va repasser sur le match en parlant de stabilité ou d'instabilité. Il y a un poste qui était plutôt stable depuis les 2 dernières saisons. C'est le poste de gardien de but, puisque Yann Sommer qui a remplacé Onana. Onana, je ne l'ai pas cité dans la liste des joueurs réinventés par un entraîneur qui restait 4 ans sur le banc. Il a fait une saison stratosphérique, parti 50 millions d'euros. Et derrière, tu prends un gardien, je crois que c'est 8 millions d'euros pour Yann Sommer. Et qui a la dernière année là, de contrat. Il n'y a même plus le débat s'il va être prolongé ou pas, parce que depuis plusieurs semaines, il faut être franc. Je le disais dans les mais c'est vrai que si tu changes les gardiens quasiment à chaque confrontation directe, en ce moment pour l'Inter, c'est compliqué quand même. Yann Sommer contre la Juve, c'est 2 buts pour lui. Et encore hier, il est quand même en partie responsable. Et Logan, tu voulais parler de ça, de la question du numéro 1 de l'Inter, le numéro 1 en tant que gardien, et de son rôle de numéro 1 dans la hiérarchie. Vas-y.
Bah oui, comme tu l'as dit, Sommer, c'est indéniable. Il est en fin de cycle à l'Inter. Il partira à la fin de son contrat en juin. Et du coup, il y a une vraie question qui se pose, vu ses performances, c'est qui va devenir au poste de numéro 1, puisque l'été dernier, si je ne me trompe pas, en 2024, on recrute José Martinez pour le montant, si je ne me trompe pas, c'est 13 millions d'euros. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que José Martinez a ce qu'il faut pour être le gardien numéro 1? Et si c'est le cas, est-ce qu'il ne devrait pas être installé à ce poste assez rapidement, comme on a pu le voir à travers la situation il y a 3 ans maintenant, entre Handanovic et Onana. Alors bien sûr, Onana, c'est un gardien qui avait déjà joué la Ligue des Champions à un très haut niveau. On se rappelle de l'Ajax, ce qui s'était passé. Il a eu une grande épopée avec eux. C'était un homme fort. Après, il est parti, il a été suspendu pour des raisons de dopage. Et donc, il est revenu avec un rôle qui n'était plus celui d'un titulaire, mais d'un remplaçant, voire d'un réserviste. Et donc, il est arrivé à l'Inter. On savait ce qu'il pouvait valoir. Il a des qualités indéniables. Mais de ce côté-là, on avait toujours Samir Handanovic qui était en fin de cycle, mais qui était toujours installé. Aujourd'hui, on a Sommer qui est là, installé depuis quelques saisons, qui a fait du super travail. Moi, c'est un gardien que j'apprécie depuis longtemps, depuis Gelbach, que j'ai trouvé super intéressant, surtout pour sa taille, parce que Sommer, ça a toujours été un gardien qui fait 1m81, je crois, ce qui est petit pour un gardien aujourd'hui. Tous les gardiens, minimum, font 1m90. Et tu le ressens beaucoup. Et on l'a vu encore sur le but d'hier. Je pense que si Sommer fait 1m90 et qu'il plonge comme il plonge, parce que les grands gardiens ne plongent pas forcément aussi bien que Sommer, se couche aussi bien sur les ballons, c'est sa grande qualité. Et les grands gardiens ne le font pas. Mais s'il avait plus d'envergure, s'il était plus grand, peut-être qu'il peut pousser le ballon un peu plus loin et éviter qu'il parte dans les pieds de Pulisic. Et Après, juste pour ce ballon, plonger au bon c'est moment, un ça ballon qui suffit. était. Mais moi, je trouve pas qu'il plonge vraiment en retard parce que le ballon, il n'est pas très fort. Il part C'est peut-être ça. hors du but. Mais en fait, Logan, c'est ça. En fait, Ouais. le piège, entre guillemets, c'est que Salamaker s'il tire pas assez fort, en quelque sorte. Et que du coup, Sommer l'attend plus Ouais. fort. Et du coup, il plonge. Il pense qu'en repoussant avec la main, ça va l'envoyer loin. Sauf que comme la frappe n'est pas forte, en fait, et que lui, il n'a pas vraiment d'impulsion, mais du coup, il se retrouve à pas pouvoir la repousser, en fait. Il aurait eu les deux mains, il n'aurait pas pu la capter, je pense, en fait. Et c'est ça, en fait. Mais en gardien de son expérience, il doit anticiper, il doit être prêt à toutes les éventualités. Limite, il aurait dû plonger avec le poing, ce qui est toujours difficile. Et peut-être qu'avec le poing, il aurait eu la force, la solidité pour que ça rebondisse. Mais oui, c'est une frappe qui est vicieuse, même si elle est complètement ratée. Et du coup, par le manque de force, forcément, quand ça tape la main, le ballon ralenti et se retrouve facilement dans les pieds de Pulisic. Après, comment il aurait fini la frappe s'il la touche pas, s'il plonge pas, elle aurait sûrement fini à côté. Est-ce qu'elle ralentit la balle? Est-ce que Pulisic peut l'avoir? Ça, on ne le saura jamais vraiment. Mais dans la situation, il a peut-être pas mal agi, mais il aurait pu, dans un idéal, mieux agir. Mais il est quand même coupable par ses caractéristiques de base qui sont sa taille et pas forcément son réflexe, mais je m'éloigne un peu. Le sujet principal, c'était est-ce que Pep peut être numéro 1? Moi, je pense que Pep devrait être essayé sur plusieurs matchs dans l'optique des numéro 1, parce qu'il est là. Aujourd'hui, Sommer, on ne sait pas comment ça va finir. S'il se blesse et que Pep n'a pas été installé en numéro 1, peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça ne marchera pas. Mais aujourd'hui, ce rôle de numéro 2, il ne peut plus lui coller à la peau, parce qu'on arrive à un moment où il va falloir prendre une décision bien avant la fin du contrat. On ne peut pas agir en juin ou juillet, à se dire on va aller chercher à Tubolo, à Fribourg ou Capri à Cagliari sur un coup de tête. Non, c'est une situation qui doit se travailler, surtout à un poste d'une importance telle qui est le gardien, puisque si tu n'as pas un bon gardien, tu prends des buts et tu perds des matchs. Alors, pour préciser, Josep Martinez a eu un incident en dehors du terrain. Il a percuté une personne. Vous l'avez sûrement entendu.
Il allait à l'entraînement, il a percuté une personne qui était une sorte de fauteuil roulant sur la route, fauteuil roulant électrique. Et donc, il a percuté une personne âgée et la personne est décédée. Et donc, Josep Martinez se retrouve logiquement, du coup, dans une histoire judiciaire pour meurtre, en quelque sorte. Mais voilà, sans intention, bien sûr, il n'y a pas de préméditation. Et a priori, la personne pourrait peut-être fait un malaise avant français, pas. Pour l'instant, l'enquête est en cours, mais c'est vrai que du coup, Josep Martinez a eu quelques jours pour lesquels il ne s'est pas entraîné. Le club a laissé à l'écart. Et Christian Kivu a expliqué qu'il est revenu rapidement malgré tout dans le groupe, parce que ça faisait du bien dans le groupe d'être avec ses coéquipiers. Mais est-ce que mentalement, il est prêt à jouer? C'est une autre question. Ça, là-dessus, on ne le sait pas. Parce que Christian Kivu avait commencé à faire une alternance. Il avait fait jouer 2 matchs à Josep Martinez de Serie A. Et a priori, le plan, c'était de faire 5-6 matchs à Sommer et 2 à Martinez, et de continuer comme ça au fur et à mesure pour voir justement si Martinez allait avoir le niveau ou pas. Ce fait d'hiver, malheureusement, a un petit peu changé les plans, et on a l'impression que Kivu est un petit peu réticent à le remettre tout de suite. Là, on va voir, parce qu'il y aura le Venezia début décembre, donc match de Coupe d'Italie, ça va être le moment pour remettre Josep Martinez et voilà, le relancer. Il y a le Genoa derrière aussi. Il y a des matchs, tu n'as pas de confrontation directe, peut-être sur lesquels tu peux le tester, effectivement. Après, je vois qu'on a déjà beaucoup de rumeurs concernant donc un futur titulaire. Il y a toujours le nom de Capri là, qui circule. Et aussi, j'ai vu Vicario, c'est la première fois que je vois Vicario, ça m'étonne. Ouais. Suzuki aussi, Ouais. et Meret. Donc, bon, il n'y en a aucun qui m'excite vraiment, peut-être Vicario, mais je pense qu'il a un certain prix. Oui. Donc, franchement, les autres, non. Et c'est désolant hein, quand tu vois, en plus, historiquement, l'Inter a toujours eu des excellents gardiens. C'est vraiment désolant de voir qu'aujourd'hui, c'est limite un point faible. Enfin, moi, j'ai toujours connu... quand j'étais né, il y avait pas Lucas, il y avait Zenga, il y avait ensuite Toldo, puis Julio César, puis Andanovic. Andanovic, c'était très bon au début, hein, avant qu'il vieillisse. Hein. Bon, ça arrive à tout le monde. Et après, même Onana, ça se passait bien. Enfin, voilà, on va pas refaire... J'ai refait tout l'historique, mais c'est désolant. C'est désolant de voir que justement ce poste était un des points forts et que maintenant c'est un point faible. Je vous montre les notes qu'on a mis du coup lors de ce derby. C'est vrai que moi je lui ai mis 4. Toi, tu as mis un petit emoji vieux justement parce que c'est vrai qu'il fait son âge. Alors que ce qui est fou, c'est que Sommer, il y a 6 mois, fait une parade exceptionnelle sur Yamal. On se dit comment en 6 mois un gardien peut passer de faire ce genre, puis c'était pas la seule en plus dans la double confrontation même contre le Bayern, comment tu peux passer d'être à ce niveau-là à un gardien qui est, comme vous le disiez, on a l'impression qu'il a presque plus de réflexes, alors que même sur les pénaux avant c'était sa spécialité, ses entraînements et compagnie, on l'a tous vu avec les lunettes et compagnie, c'est un gardien qui est très réactif. Comment il peut avoir une baisse sur la réactivité et sur les réflexes en quelques mois, c'est ça qui est fou. Après, je pense qu'il est capable toujours de faire ce genre de bond, de réflexe, de parade. Mais voilà, il est plus... là où il avait une précision, j'invente totalement, de 80% avant, bah maintenant, on a baissé à 70%. Et donc, ça arrive moins souvent, simplement. Mais après, moi, je veux remettre en perspective un peu le but, c'est que je lui en veux, mais il n'est pas seul sur la faute. Hein. Il n'est pas seul fautif sur le but, plutôt. C'est que Akanji, il suit mal Pulisic, et puis la perte de balle de Çalhanoğlu n'a aucun sens non plus. Après, voilà, je veux dire, la perte de balle, ok, ça peut arriver, surtout que Çalhanoğlu, pour moi, il a fait un bon match, donc ça peut arriver. Mais après, sur la frappe de Saelemaekers, un gardien qui est titulaire dans une équipe comme l'Inter, ça ne doit pas être un problème. Ça ne doit vraiment pas être un problème, ça ne doit pas être un danger du tout. Et au pire, Akanji suit derrière, ça ne doit pas être un problème non plus. Donc, pour moi, il y a 2 fautes et demie sur cette action qui mène au but. Juste un petit mot pour les noms qui ont été cités pour les gardiens. Moi, je suis un peu... j'aime bien regarder quelques gardiens, les nouveaux prospects.
Je voulais parler des 3 noms principaux. J'avais parlé d'Atubolo, qui est le gardien de Fribourg, Caprilé, qu'on connaît bien mieux en Serie A, qui est le gardien de Cagliari, et Suzuki, qui est gardien de Parme. Suzuki, c'est un gardien qui est très prometteur depuis le Japon. On a beaucoup entendu parler quand on suit un petit peu tout ce qui est scouting sur les gardiens. Là, actuellement, il est blessé, donc à voir comment il va revenir. Atubolu, c'est un gardien qui est vraiment très prometteur, hein. Il fait des très belles choses en Allemagne. On parlait des pénaltys. Lui, c'est un gros point fort sur la pénalty. Il a fait des super parades. Et Caprilé, pareil, c'est un gardien qui est très prometteur. Aujourd'hui, il est à Cagliari, mais dans un temps normal, il pourrait être titulaire au Napoli, à qui il appartenait et à qui il a été vendu pour 8 millions d'euros. Ce gardien-là, si mentalement il arrive à tout aligner, c'est un top, même si ce week-end, contre le Genoa, le Genoa a marqué un but sur un coup franc très lointain qui rebondit, où il doit sortir, même si l'action est un peu bizarre. Lui doit faire une sortie plus évidente et pas se faire lober par un ballon qui rebondit. Mais sur cette, il prouvait que c'était un super gardien, très prometteur. Et c'est un profil quand même qui me plairait, moi, l'Inter, s'il était mentalement tout en place. Il a les qualités pour être de la classe d'un gardien d'Inter. C'est Conte l'a brûlé en quelque sorte, comme on dit en italien, il a bocciato. Il a pas confirmé, il a préféré le laisser partir seulement pour 8 millions, prendre Milinkovic-Savic à 20 millions 6 mois plus tard. C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais oui, de la liste, moi c'est pareil, j'irai plus sur lui, plus pour le côté italien et compagnie, mais je suis d'accord avec Giuliano, il n'y a rien qui me fait rêver. Carnesecchi, je pense que maintenant c'est trop cher pour l'avoir, puis l'Atalanta, de toute façon tout est trop cher à l'Atalanta, puis bon, est-ce qu'on a envie de leur donner 40 millions d'euros pour un gardien après le sketch de l'été dernier, je suis pas sûr. Mais oui, peut-être Caprile, mais ce sera un vrai débat. Encore une fois, je pense que pour Martinez, ça va être compliqué. J'ai l'impression, vu toutes les rumeurs qui circulent, je pense qu'ils ont déjà décidé. Dans ce cas-là, je lui souhaite de partir parce que c'est encore un jeune gardien et qu'il fasse pas toute sa vie numéro 2 à l'Inter. Donc, je ne sais pas s'il a le niveau pour être à l'Inter, mais moi, depuis je crois qu'il a fait quoi, 11 matchs de mémoire, je sais plus, plus ou moins. Il n'a jamais été décevant, quoi. On n'a jamais pu dire l'Inter a perdu à cause de Martinez ou l'Inter a pris ce but, c'est Martinez. Non, il y a eu le 3-0 contre le Derby qui est le seul match, mais bon, les 3 buts. Puis après, il y a eu pas mal de clean sheet. Contre le Napoli, il y a le 1 où il peut rien sur lui. D'ailleurs, il repousse bien. Mais bon, après, encore une fois, c'est la défense qui ne suit pas. Donc, à voir s'il aura la possibilité. Dernier petit débat, messieurs. On fait un petit truc, un petit pot pourri de débat. Rapidement, vous en avez pensé quoi de Diouf? Il a joué 10 minutes avec le temps additionnel. Logan, vas-y. Qu'est-ce qu'on a pensé de Diouf, ailier droit, du 4-2-4? Diouf, moi, je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé qu'il arrivait avec beaucoup de rythme. Il savait qu'il devait se montrer et être mentalement être prêt et pas faire des passes un peu hasardeuses ou se laisser presser comme on a pu voir sur ses derniers matchs où il a fait. J'ai trouvé vraiment intéressant dans le rôle qui a été donné, même si j'ai trouvé qu'il forçait un peu trop à rentrer à la surface. Pour moi, il aurait pu tenter de mettre un ballon un centre, tir, quelque chose qui va vers la cage dans la situation où c'était. Il a essayé un peu trop de rentrer pour moi et d'essayer d'amener un centre rentré ou un ballon qui va devant la cage. Mais comme beaucoup d'autres joueurs ont fait pendant le match, je trouvais qu'il y avait vachement de ballons, de tentatives de centre au premier poteau. Ça a peut-être été travaillé parce que pour se dire on peut gratter les corners ou un ballon il peut arriver à un contre son camp bête. Comme d'ailleurs notre prochain adversaire, l'Atlético, qui gagne à 80e minute sur un centre, qui finit en contre son camp par un joueur de Retafé. Peut-être qu'il y avait une tentative de faire ça, mais pour moi, c'était un échec complet, puisque souvent, le ballon, il se retrouvait très bien dans les pieds d'un Milanista, et ça repartait directement en compte pour eux, et je trouvais ça terrible. Mais Diouf, pour moi, c'est à revoir, et peut-être que c'est pas le flop dont on avait parlé, même si ça ne sera pas forcément quelque chose de grandiose. C'est pas forcément la plus grosse erreur de casting, contrairement à Luis Enrique, qui n'a pas encore joué et qui ne sait pas défendre, donc qui n'est pas un remplaçant de Dumfries. Alors, justement, bon, Diouf, voilà, c'est fait, on verra, mais Dumfries blessé. Alors, à chaque fois avec l'Inter, Giuliano, ce qui est magnifique, c'est que quand un joueur se blesse, la première info qui filtre, parce que l'Inter ne communique pas sur les blessures,
ou fait des communiqués qui ne veulent rien dire. Par exemple, tu as Bologne, moi il me fascine parce que Bologne, ils te disent la blessure, le traitement, l'indisponibilité prévue. Bologne, c'est exceptionnel dans les communiqués sur les blessures. L'Inter, c'est complètement l'opposé, c'est la Corée du Nord. Donc à chaque fois, le premier truc qu'ils filtrent, c'est oh, mais c'est rien de grave, il a juste pris un coup. Un mois. Maintenant, c'est ça. Parce que Dumfries, a priori, va revenir vers la mi-décembre. Donc l'Inter a joué avec Carlos Augusto, qui pour moi n'a pas été bon lors du derby. À part 2-3 ouvertures avec le pied gauche pour rentrer, il n'a rien fait. À chaque fois, il était limité, il était bloqué. Voilà, c'est Luis Enrique qui effectivement n'est pas rentré comme a dit Logan. Il y a un vrai problème, Giuliano, là-dessus, sur l'absence de Dumfries, parce qu'on se retrouve. Je vais vous montrer les stats, mais c'est vrai que Luis Enrique joue quasiment jamais. Et je commence même à me dire, est-ce qu'un Fratesi, le réadapter à ce poste-là, ça ne pourrait pas être aussi une idée au final pour le faire jouer, parce que lui aussi, à chaque fois que l'Inter est mené, moi, ce que je trouve fou, c'est que Fratesi, il ne rentre plus, en fait. Quand tu te dis, justement, c'est le joueur qui doit faire rentrer pour mettre quelque chose dans la surface. Non, tu fais rentrer du ouf. Voilà, il y a ces deux cas-là. Un joueur qui ne sait pas défendre, c'est vrai. C'est ça. Fratesi. Toi, Fratesi, il connaît le système, il attaque. Courir, droit. Oui, c'est courir. Donc, ouais, je n'avais pas pensé, pas mal. On pourrait tenter ça. Mais c'est clair qu'on est un peu coincé maintenant que Dumfries est blessé. Et Carlos Augusto, je pense qu'il peut faire le taf. C'est juste que hier, il y a peut-être des choix tactiques qui ont été faits parce que j'ai constaté qu'on jouait très peu de son côté. Donc, il n'a pas eu non plus l'occasion de vraiment apporter sa contribution. Et quand il avait le ballon, c'était pas vraiment... Quand il repartait de la défense, on faisait tourner devant et lui, il était déjà à côté de la surface et il recevait le ballon là et il tentait des choses. Ça passait pas, il n'a pas fait un bon match. Mais je pense que c'est plutôt tactiquement, parce que je me dis c'est pas possible qu'on joue si peu du côté droit, alors que d'habitude on joue quand même assez équilibré avec Dumfries. Et je pense que Kivu était conscient qu'il avait une faiblesse de ce côté-là et qu'il n'a pas plus tenté que ça. Mais il va falloir trouver une solution pour Luis Enrique, ou tu trouves une solution pour le replacer autre part et je sais pas, tu trouves une autre solution pour remplacer Dumfries, Fratesi, je sais pas, t'essaies d'adapter Coquille aussi, j'en sais rien moi. Il y a sûrement des pistes en interne. Ou alors tu profites du mercato hivernal, mais il va falloir vraiment trouver une solution parce que sans Dumfries, t'es dans la merde, quoi. C'est une phrase compliquée qu'on n'aurait pas dit il y a un an ou deux, mais clairement, maintenant, on est dans la merde sans lui. Même Darmian, de toute façon, il est blessé, il joue plus, c'est fini, quoi. Pour Luis Enrique, il y aura peut-être une piste pour le mieux adapté, ça serait encore d'aller chercher un autre ailier. On parlait j'ai vu une info qui sortait à propos d'Adeyemi qui pourrait quitter Dortmund. C'est pas un profil qui me plaît, c'est un profil qui sait courir, qui est très fort pour courir, mais c'est pas forcément. J'ai pas vraiment envie de le voir à l'Inter. Et recruter un ailier, c'est pas l'idée du siècle, c'est juste pour inclure Luis Enrique. Mais c'est une idée qui se dit, parce que je pense que c'est ça à la base, c'est que Luis Enrique, ça devait être un ailier, mais je comprends pas pourquoi on n'a pas recruté quelqu'un qui sait défendre pour être le numéro 2 derrière Dumfries. Mais ce qui est vraiment compliqué à comprendre dans le recrutement de Luis Enrique, c'est qu'il était recruté en avril, il y avait déjà tout qui était fait. Parce qu'il y avait la peur de la clause de Dumfries et que Dumfries puisse partir. Donc, a priori, la première idée, c'est quand même de le voir comme il était à Marseille avec De Zerbi sur quelques mois, c'est-à-dire vraiment piston droit. Dumfries, heureusement, n'est pas parti. Et ce qui est fou, c'est que effectivement, tu n'as pas pris d'autres joueurs, alors que tu as vu au Mondial des clubs, mais tu peux dire, ok, bon, c'était trop tôt, mais au Mondial des clubs, tu as vu qu'il était complètement pas prêt. Lors des matchs UEFA, il n'était pas prêt. Ce qui est fou, c'est que tu ailles chercher Diouf, par exemple, fin de mercato, plutôt d'aller chercher, alors que tu as déjà 6 minutes de terrain, et tu ne vas pas chercher un piston droit, vrai piston droit, sachant que tu peux le recycler à gauche, tu peux le faire jouer devant, tu peux en faire autre chose. Moi, c'est ça que je n'ai pas compris, et c'est vrai qu'on se retrouve là. Et pourtant, Dumfries, il fait un début de saison vraiment pas bon, franchement. Il est en vacances, Dumfries. Il fait des matchs à chaque fois, quand on lui met les notes, c'est d'un 5,5-6 à l'italienne, donc c'est la moyenne. Il fait le job, quoi, mais c'est plus le Dumfries de la saison passée. Et pourtant, ce Dumfries-là à 60%, on manque. Donc c'est fou. 30 secondes pour vous montrer le calendrier qui arrive.
Donc les prochains matchs, l'Atlético ce mercredi, ensuite aller à Pise dimanche, la Coupe d'Italie contre Venezia le 3 décembre à San Siro, puis le 6 décembre contre Como, puis le 9 décembre encore à domicile, dernier match à domicile de 2025 pour l'Inter contre Liverpool, le 9 décembre, puis le Genoa le 14 décembre, puis ensuite il y aura la Super Coupe d'Italie. Vous êtes confiant ou pas sur cette série? En quelques secondes, rapidement. Oui, je suis confiant. Moi, je suis confiant. Contre l'Atlético, il faut faire un résultat. Je pense qu'on peut en faire un, même si c'est à Madrid. Pise, il faut gagner. Venezia, pour moi, c'est une formalité. Et contre Como, évidemment que Como, c'est pas un petit pousset non plus, mais il faudra faire attention. Et puis, Liverpool, ils ont pris encore 3-0 ce week-end. Ils sont, pour donner un repère, ils sont à la même hauteur que Manchester United. Donc, pour vous dire à quel point ils sont mal. Je suis d'accord que ça ne veut pas dire que ça va être facile ou quoi que ce soit, hein. C'est pas ce que je dis. Mais s'il y a bien une année où on peut battre Liverpool, c'est cette année. Voilà, et il faut en profiter. Logan, tu es plutôt d'accord avec l'optimisme de Giuliano? Ouais, je suis complètement d'accord. On va arrêter là, parce qu'on a fait un petit peu plus long, comme toujours. Cette formule un petit peu changée. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs. N'hésitez pas, les commentaires sur Spotify, YouTube, sur les réseaux sociaux. Suivez-nous, et puis nous, on se retrouve prochainement. On verra. Peut-être le 10 décembre, par exemple, Giuliano, ça pourrait être une idée. On verra après Liverpool. Ça pourrait être une idée. Ouais, tout à fait. Faudra voir ou avant ou après, quand je reviendrai de Milan, vu que je serai sur place. Logan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il est avec nous, mais avec 30 secondes de latence. C'est la Bretagne, dès qu'il y a un fuseau Toujours un horaire plaisir. à part. Alors là, il pleut vachement, là, en plus, pour une fois, on a la pluie en Bretagne. Ça doit Et donc, changer. peut-être que ça impacte les fils qui ne sont pas enterrés de la connexion. De la Bretagne à la Belgique, Giuliano, merci d'avoir été fidèle au poste. Avec plaisir. On se dit donc à la prochaine. Merci Cédric. Ciao, ciao. Ciao à tout le monde. Et puis juste avant de se quitter, je vous prends une petite minute. Je vous le disais, ça se répète sans fin, le titre de cet épisode. Sans fin, Senza Fine, qui est un hommage à Ornella Vanoni, qui nous a quittés ce vendredi, immense chanteuse, immense femme de la culture italienne, qui parmi sa centaine de chansons nous a offert ce Senza Fine, qui est un chef-d'œuvre. Vraiment. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter, même si vous ne parlez pas italien. Une voix qui était magnifique, qui transmettait l'émotion seulement par la voix. Et encore dans les dernières années, puisqu'elle a même fait des duos avec Elodie, avec Mahmoud. Donc, elle a toujours été dans l'actualité, elle a toujours fait partie, avec une place importante en tant que chanteuse, mais aussi en tant que femme, puisque voilà, elle parlait régulièrement dans Che Tempo Che Fa, par exemple, qui est une émission assez emblématique de la télévision italienne. Et puis Boni, il y a un mois, l'avait cité dans une interview à la Gazzetta dello Sport, il avait dit, l'attaquant français, que c'était sa chanteuse préférée en Italie, et que la chanson L'Appuntamento était magique à écouter, c'était qu'on marquait un but. Et elle avait répondu avec sa douceur et son humour, je ne suis plus milanista et je voudrais te voir jouer à San Siro. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps, puisqu'elle s'est donc éteinte, je vous le disais, à l'âge de 91 ans, ce vendredi. Et San Siro lui a rendu hommage avant le match, en passant justement une minute de cet appuntamento, ce rendez-vous manqué du coup, puisqu'elle n'a pas eu le temps de venir. Mais aujourd'hui, la ville de Milan lui rend hommage avant la cérémonie, car je peux vous dire qu'en Italie, et particulièrement à Milan, qui était sa ville, elle avait une place importante et elle aimait Milan. C'est un symbole aussi de la milanesità, comme on dit, une aura qui dépasse vraiment celle d'une artiste, car oui, Ornella est et restera Senza Fine. Ciao a tutti. C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale.